Oui, j'aime bien mon travail, j'aime bien mes collègues. Voilà, un témoignage très souvent entendu à la Louvière. Bonjour Florence Blémont, vous êtes coach de vie, pas super fan du télétravail, surtout quand les enfants sont à la maison comme maintenant, et on nous dit que c'est pas prêt de s'arrêter car les écoles vont reprendre seulement très progressivement. Bonjour Michel Nerings de BDO, vous êtes l'auteur de cette étude sur le télétravail. Bienvenue David Clarinval, vice-premier ministre pour le mouvement réformateur, Bonjour. membre du Conseil national de sécurité bien sûr, et bourgmestre en titre de Bièvre au sud de la province de Namur. Je vous salue encore Johan Van Hoof, vous êtes dans les airs à distance de Johnson & Johnson. Belgique, l'homme qui va inventer le premier vaccin qui va nous permettre, espérons-nous, de reprendre la vie normale. Et merci à Marius Gilbert et à Audrey Lenens, c'est d'être toujours là et bien là. Monsieur Nerings, pourquoi les Belges ont-ils tant envie de continuer à télétravailler? Vous dites 60%, vous aurez 2 jours ou même peut-être plus par semaine. Oui, entre-temps, l'enquête s'est encore complétée. Nous avons plus de 2000 réponses aujourd'hui, avec pour objectif de voir quels sont les objectifs des Belges au niveau télétravail pendant et après le confinement. Et donc, effectivement, on est parti de 35% de télétravailleurs sur base des personnes ayant répondu à l'enquête. Et on arrive à 95% d'entre eux souhaitent continuer à télétravailler après le confinement. Donc ça marche, il y a un vrai engouement. Ouais. Et pourquoi, en quelques mots, que disent les gens? Il y a des choses évidentes, comme le gain de temps dans le déplacement vers son lieu de travail. Hein, c'est parfois plusieurs heures par jour. Mais il y a également l'efficacité du travail à la maison. C'est évident pour le travail qui nécessite de la concentration, mais pour les personnes qui ont le plus l'habitude de télétravailler, c'est également vrai pour du travail nécessitant de l'interaction, avec les bons outils et les bonnes méthodes. Et puis finalement, il y a évidemment la flexibilité de l'utilisation de son temps. C'est ça, on peut travailler le soir, enfin quand on veut évidemment, si on n'a pas assez travaillé la journée, etc. Et l'équilibre vie de famille, vie professionnelle qui est vachement amélioré. Il y a certaines personnes autour de la table qui sont un peu moins enthousiastes, en tout cas 2 réactions d'abord parmi beaucoup d'autres sur Facebook. Chris nous dit « Perso, j'adore le télétravail, ça m'évite de rencontrer des gens ». Merci Chris. Et Romuald ajoute « Mieux vaut être à la maison qu'au cimetière ». Merci Romuald. Bon, vous, Florence Blémont, vous dites OK, le télétravail, très bien, mais vous avez quand même une grosse objection, c'est qu'effectivement, les enfants sont là, les écoles reprennent, mais très progressivement à partir du 18 mai. Certains enfants ne rentreront sans doute pas avant le 1er septembre. Quid? Juste une chose, je ne suis pas coach de vie, je suis CEO de la WoW Community. Oui. Voilà. Mais en fait, ce qui est dommage dans l'étude de BDO, c'est qu'on ne sait pas combien de femmes ont répondu à cette étude, ni combien de pourcentage de femmes sont d'accord avec ce télétravail. Le problème, c'est que nous n'avons pas toutes le même télétravail. Pour faire un télétravail efficace, il faut avoir l'équipement, il faut être dans une pièce calme. Quand on a des enfants en bas âge à la maison, c'est presque impossible. Et malheureusement, en Belgique, en tout cas à Bruxelles, il y a seulement une femme sur 2 qui travaille. Et c'est encore 8 heures par semaine de plus de tâches ménagères pour les femmes. Nous, dans notre sondage, ce qu'on a et qui est vraiment un très Vous avez beau fait aussi signe. un sondage? On a fait aussi un sondage, mais justement un peu suite à ce qui était paru dans la Livre et dans le sondage de BDO. Donc WoW Community a fait ce sondage. Et alors, c'est 70% des femmes qui veulent encore plus développer leur projet professionnel. Donc ça, c'est très positif. C'est contradictoire avec le télétravail? Non, c'est pas contradictoire nécessairement. C'est pas contradictoire, mais nous, ce qu'on veut, c'est des dispositifs politiques et au sein des entreprises pour qu'on puisse encore plus travailler et s'investir dans nos projets professionnels, développer nos passions au niveau professionnel. Voilà. En tout cas, vous nous dites très clairement, le télétravail, quand on a les enfants, et effectivement, ça risque de durer, on le demandera bien sûr tout à l'heure à Caroline Désir, est-ce que certains enfants rentreront, est-ce que tous les enfants rentreront avant le 30 juin? C'est loin d'être sûr. Quelle est votre réponse par rapport à ça, Monsieur Clarinval, vice-premier ministre? Est-ce que le gouvernement va vraiment vouloir continuer ce télétravail? Disons qu'en tant que ministre de la fonction publique, nous avons aussi fait notre analyse au sein de la fonction publique, et en effet, on entend les avantages, on entend aussi les inconvénients. En ce qui nous concerne, on a constaté que 75% des fonctionnaires faisaient du télétravail à 100% depuis le début de la crise et 90% télétravaillent au moins un jour. Il reste 10% des fonctionnaires qui ne peuvent pas télétravailler. On ne sait pas garder une prison par télétravail. C'est un exemple. Et donc, on est assez positif quant à l'analyse des résultats parce qu'en effet, les éléments positifs, moyennant évidemment un encadrement pour éviter les abus ou pour éviter aussi l'empiètement sur la vie privée à certains égards, mais ça, il faut mettre un cadre pour éviter ce genre de comportement négatif. Mais globalement,
les effets sont quand même positifs. Donc vous allez continuer à le promouvoir, très clairement, en fonction publique, mais aussi pour les gens qui travaillent ailleurs dans la fonction publique. Nous allons, au sein de la fonction publique, continuer à le promouvoir. J'ai demandé une étude au niveau des différents services pour pouvoir aller de l'avant. Et dans le aussi, privé aller plus loin, dans le privé. Il y a des cadres, évidemment, à mettre pour éviter ces abus. Mais c'est quoi les cadres ? Eh bien, par exemple, au niveau de la fonction publique, il y a une indemnité qui est prévue. Il faut prévoir que le matériel informatique, par exemple, soit mis à disposition, parce que certains fonctionnaires n'ont pas tout l'équipement nécessaire chez eux. Éviter aussi qu'il y ait des abus. Donc, on entend aussi que certaines personnes sont un peu stressées parce qu'elles pensent qu'elles doivent travailler tout le temps et ça empiète sur leur vie de famille. Donc, il faut qu'il y ait quand même une forme de contrôle. Donc, il y a plusieurs sortes de contrôles. On peut faire un contrôle purement matériel en regardant si la souris de l'ordinateur... Mais moi, ce que je préfère, c'est un contrôle de management. On donne des objectifs et les personnes réalisent ces objectifs quand c'est possible et quand c'est le préférable pour elles. Si quelqu'un veut travailler de 4h du matin jusqu'à 8h du matin et puis après tondre sa pelouse tranquillement... Ou s'occuper des enfants, parce que c'est beaucoup plus important encore que tondre sa pelouse. S'occuper des enfants. Donc, il y a cet équilibre à trouver. Mais je crois que fondamentalement, le télétravail et les conférences téléphoniques comme elles se passent aujourd'hui... Donc notre vie va changer. Ça que vous dites ici, on va vraiment vers plus de télétravail. Majeur à retenir. Sauf les gens qui ne peuvent pas télétravailler. Notre infirmière de tout à l'heure, évidemment, elle ne peut pas télétravailler. Vous parlez des gardiens de prison. Je l'ai dit, les gardiens de prison non plus. Donc il est clair que ça n'est pas possible pour tout le monde. Mais je crois que globalement, cette expérience est quand même positive. On pense aussi aux commerces locaux. On peut aussi faire ces courses dans les commerces locaux parce qu'on a fait du télétravail, l'encombrement sur les routes. Tous ces éléments-là sont majeurs. Donc on va vraiment vers ça. Notre vie va changer. Vous nous l'annoncez ici. Vous répondez dans un petit instant, Anna Blémont, mais des réactions, Audrey, par rapport à ça, c'est important. C'est vraiment la vie d'après. Et la vie d'après, c'est dès la semaine prochaine, le 4. Il y a beaucoup de réactions. Alors effectivement, la plupart des gens sont pour le télétravail. Ils y voient effectivement pas mal de bonus. Par contre, Céline, elle dit, personnellement, j'ai un bébé de 14 mois qui est là, pour le moment, à la maison, non-stop. Et il est très difficile pour moi de faire du télétravail. Je pense donc que pour certaines personnes, ce n'est vraiment pas facile avec des enfants en bas âge. Donc plus facile pour les gens qui ont des enfants un peu plus grands. Et d'autres réactions qui sont plus des questions. Frédéric, notamment, il dit, jusqu'à quand le télétravail est-il privilégié, par exemple? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le télétravail? Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle période? Jusqu'à quelle période? Il y a une limitation? Est-ce que c'est jusqu'au 18 mai ou est-ce que c'est plus tard? Pour toujours? Bon, écoutez, c'est difficile à dire. Monsieur Gilbert en saura peut-être le dire plus facilement que moi. On va lui donner la parole dans un instant. Ça dépend de la durée de la crise et de l'épidémie. Mais en tout cas, pour le moment, c'est devenu obligatoire. C'est pas seulement encouragé, c'est obligatoire quand c'est possible. Et on a aussi mis en place, par exemple, pour éviter les problèmes dans les transports en commun, on va aussi privilégier le modèle de transport alternatif. Donc, une voiture, aujourd'hui, on va donner la même indemnité pour les personnes qui ne veulent pas prendre le train et pour éviter, qui ont peur. Donc, on met quand même en place toute une série de... Pour comprendre, c'est quoi cette indemnité? Ceux qui avaient une indemnité pour le train, ils vont l'avoir pour la voiture, c'est ce que vous dites? Les fonctionnaires qui aujourd'hui avaient une indemnité pour pouvoir prendre le train, ils vont avoir la même indemnité s'ils prennent la voiture. Ça, c'est encourager le retour des voitures. Pendant la crise, il faut permettre aussi de soulager les transports en commun. C'est le débat que vous aviez tout à l'heure. Il faut bien se rendre compte qu'on a mis en place des outils pour éviter la distanciation sociale, pour permettre la distanciation sociale, mais on ne sait pas dire combien de temps ça va durer, évidemment. On va le voir avec M. Gilbert, parce qu'effectivement, on a l'impression que ça n'en finira jamais. Il faut bien le reconnaître. Les gens autour de nous disent, et parfois d'ailleurs, les spécialistes, comme vous, nous disent, ça va durer peut-être très très longtemps. Alors, quand pourra-t-on recommencer à embrasser ses proches? On peut, en tout cas ses proches, ses amis, en tout cas, les gens qui n'habitent pas sous le même toit. Quand pourra-t-on redonner la main à ses collègues? Est-ce que vous avez des réponses à tout ça ou pas? On n'a pas de réponse précise à tout ça. Ce qu'on sait, c'est que ce ne sera pas très vite. C'est qu'il va falloir, ça se compte en mois, en plusieurs mois, parce qu'en fait, il y a deux instruments, on va en parler un petit peu plus tard, qui pourraient être nécessaires et nous ramener un petit peu plus la vie d'avant, qui est vraiment le vaccin, ou des vaccins efficaces. Et aussi, une autre option, on en parle un petit peu moins, qui serait des options thérapeutiques qui fonctionneraient bien, qui seraient telles, par exemple, si vous faites des symptômes, vous prenez un médicament et ça empêche, par exemple, 80 ou 90% des personnes de faire des cas sévères. On va vers ça, il y a des gens qui pensent à ça, En fait, il y a énormément de travaux qui sont faits pour le moment pour essayer d'évaluer l'efficacité de ce type de moyens. Il est évident que si, lorsque vous êtes infecté par la prise d'un médicament, vous ne vous retrouvez pas à l'hôpital une semaine plus tard, on est beaucoup plus proche d'une maladie type grippale avec des là, il y a beaucoup moins de problèmes, bien sûr. Et on n'a pas besoin de faire toutes ces mesures de précaution. Le vaccin, on va le voir évidemment avec M. Johnson, mais le médicament, quand vous pensez qu'on pourrait avoir ça? C'est impossible à dire. C'est impossible à dire. C'est-à-dire, tout ce que je peux dire, c'est que la recherche avance le plus possible avec énormément de moyens, qu'il y a énormément d'équipes qui travaillent en parallèle de par le monde, pas en Belgique, dans le monde entier pour essayer de trouver ces meilleures options
options thérapeutiques et ces meilleures options vaccinales possibles et que tout le monde va vraiment le plus rapidement possible sur ces questions. Pour en revenir à la question de la durée, en l'absence de ces moyens-là, effectivement, la seule chose qu'on peut faire, c'est empêcher la transmission. Et c'est tout l'objet de la stratégie qui va s'étaler sur plusieurs mois, parce qu'on est obligé d'avoir une stratégie prudente, parce qu'on ne peut pas compter sur ces solutions thérapeutiques tant qu'on ne les a pas. Et donc, de façon prudente, on doit faire envisager les choses à long terme. Donc on ne réembrassera pas, certainement pas ses collègues, même ses amis, avant d'avoir le vaccin, donc avant l'année prochaine. Avoir ce type d'instrument, ou avant d'avoir une immunité collective, mais ça, on sait très bien que c'est... Un mot là-dessus, parce que l'immunité collective, on parle de 4%, c'est Sano qui vient de le lire, on a oublié cette histoire-là, il n'y a pas d'immunité. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est qu'elle est faible. Et elle restera faible. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit que sur l'ensemble de l'épidémie qu'on a jusqu'à présent, on doit tourner à peu près à 5% de personnes qui ont des anticorps face à cette maladie. 5%, vous mettez 5% des personnes, vous mettez le nombre de décès qu'il y a eu, vous n'avez pas envie d'arriver à 60%. Donc ça, cette piste-là, ça n'ira pas. Donc cette piste-là, on la met de côté, on vise des options thérapeutiques et on va maintenant essayer de trouver un moyen de fonctionner socialement avec ça, en comptant les choses en mois. Et pour en revenir à la question du télétravail, je pense qu'en fait, un grand nombre d'interlocuteurs et d'entreprises se rendent compte, parce qu'il y avait beaucoup de freins par rapport au télétravail, de craintes par rapport au fait que les gens travaillent réellement, etc. etc. C'est une espèce d'expérience grandeur nature forcée, mais voilà, si elle a des aspects positifs pour la vie des gens, lorsque le télétravail est bien encadré, c'est quelque chose qui est accepté par chacun. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui ne peut nécessairement être imposé, mais c'est quelque chose qui peut être très positif pour la société, au-delà de la crise du coronavirus. Et voilà. Deuxième vague, M. Gilbert, on nous parle aussi du fait que quand les gens vont recommencer à travailler, donc on parle, il y en a qui travaillent déjà, et beaucoup, mais quand il y aura de plus en plus de gens aussi dans les écoles, on est reparti pour une deuxième vague, on a une idée de ce que ça peut être, on peut repartir pour la gloire? Alors, je parle du virus. Je vais vous parler de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, la réouverture, elle a été graduée, elle est phasée, et même s'il y a une seconde vague qui démarre, elle démarrera beaucoup moins vite que l'épidémie n'a démarré dès le départ. Il faut bien se rendre compte que la courbe épidémique qu'on a connue en février-mars, elle était causée par une société qui fonctionne à 100%, à plein régime. Et effectivement, on avait des temps de doublement à ce moment-là qui étaient de l'ordre de 2-3 jours et quelque chose d'assez incontrôlable. Et face à une réaction en chaîne incontrôlable, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise des grands moyens. Lockdown, c'est ce que la Belgique a fait, c'est ce qu'un tas d'autres pays européens ont fait. Maintenant, on cherche à relâcher cette pression petit à petit et à mesurer la manière dont la transmission va redémarrer de façon à pouvoir essayer de garder un contrôle sur cette transmission. Donc il n'y aura plus de deuxième vague. La seconde vague, vous dites seconde, alors, la première de la deuxième de deux. Là, je dis ce qu'on sait. Ça sera différent. Ce qu'on ne sait pas, c'est exactement à quelle vitesse cette reprise pourrait se faire. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous les paramètres. Il y a une partie d'incertitude. Et donc, on va suivre cette progression de façon très très fine, de façon à pouvoir essayer de moduler les choses le mieux possible en cours de... En tout cas, vous êtes rassurant. A priori, si on garde effectivement, justement, si on ne donne pas la main, si on n'embrasse pas, ça ira moins vite si on fait quand même un petit peu attention, comme vous le dites. C'est pas juste un petit peu attention. Il faut vraiment y aller. On continuera. Il faut y aller doucement. Alors, le vaccin, puisque le médicament, c'est sans doute pas en Belgique qu'on va le faire, mais le vaccin, on a quelqu'un qui est vraiment en pointe sur le sujet. Vous serez sans doute les premiers au monde, Johnson & Johnson Belgique. Vous êtes à Beers, dans la région anversoise, près de Turnhout, ancien Janssen Pharmaceutica. Ce vaccin, vous nous disiez dans cette émission il y a un mois qu'on pouvait compter dessus au printemps prochain. Donc, grand espoir, Monsieur Gilbert dit, quand on aura un vaccin, on pourra quand même reprendre une vie plus normale. C'est toujours ça? Vous êtes en train d'accélérer les choses ou ça reste dans un an? Ça reste dans un an. Je crois que, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, le timing qu'on a développé est déjà très agressif. L'étude phase 1, on espère la démarrer au plus tard le 1er septembre. On a des indications que ça pourrait être quelques jours plus tôt, avec des résultats intérimaires qui seraient disponibles mi-octobre. Et 2 mois plus tard, la post-dose 2. Pour la disponibilité des vaccins, on espère avoir certains volumes significatifs déjà de plusieurs millions vers la fin d'année pour pouvoir en avoir beaucoup plus à partir de janvier l'année prochaine. La capacité de notre ambition, c'est de pouvoir produire au cours de 2021 1 milliard de doses. Mais comme on a déjà dit, ils ne seront pas tous disponibles dès le premier jour, donc ils deviendront disponibles au fur et à mesure qu'elles sont produites.
Voilà, grand espoir hein, et même une pression sur vous et je sais que vous allez évidemment tout faire pour y arriver. On a une idée maintenant de plus en plus précise de l'efficacité de ce vaccin. On sait que les vaccins, ce n'est pas toujours 100%, on le sait. On ne sait pas encore. Et comme vous le savez probablement, il y a déjà d'autres candidats vaccins en études cliniques. Et on s'est mis tous d'accord qu'on partagera toutes les données disponibles pour que tout le monde ait accès aux connaissances les plus récentes pour nous aider à accélérer encore les voies de développement. Mais il faudra attendre les premières. Tout d'abord, il faut attendre les résultats chez les animaux qu'on essaye de protéger avec le vaccin. Là, les résultats sont prometteurs dans le sens où les réponses immunitaires qu'on souhaite obtenir, on les observe avec le vaccin candidat, ce qui est déjà bon signe, surtout sur base des leçons qu'on a tirées du SARS de l'époque de 2000. Oui. Mais reste à voir maintenant ce que ça donne chez l'homme. Mais sur base de l'expérience qu'on a avec les technologies qu'on utilise, on est très optimiste qu'on pourra reproduire ces résultats chez l'homme. Oui. Et alors, la dernière étape, c'est de pouvoir démontrer que cette réponse immunitaire se traduit effectivement en protection, mais aussi en analogie avec d'autres maladies, et en particulier avec le SARS, le premier SARS, on est optimiste que ça pourra se faire. Merci beaucoup, M. Vanhoff. On ne s'est jamais autant passionné par le développement d'un vaccin que celui-là, très clairement. Un dernier mot, Mme Blémont Oui, je suis quand même un peu choquée par les propos de monsieur qui disait que quand on s'occupe des enfants la journée, ça veut dire qu'on peut travailler la nuit et le soir jusqu'à 4 heures du mat. C'est une caricature, c'est quand même tout à fait faux. Mais il y a un problème, c'est que c'est pas pour faire le jardin. J'ai dit qu'il fallait un cadre. Travailler. Il faut un cadre, il faut éviter les abus. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais d'accord avec vous. Qui dit qu'elle a un petit on ne fait pas du télétravail. Excusez-moi, c'est du mainstreaming. J'aimerais pouvoir parler. Madame Blémont, vous terminez et puis monsieur Claraval répondra rapidement. Je vous en prie, donc vous dites. Donc le problème, c'est qu'on a besoin de garde au plus vite parce que ces femmes, on l'a vu dans notre sondage, veulent travailler, veulent enrichir aussi le pays. Donc des gardes d'enfants, vous voulez dire Oui, alors il y a une solution que les politiciens et politiciennes avaient proposée, c'était des titres comme des titres-services, mais de garde. Le problème, c'est que c'est une solution qui est réservée aux riches parce qu'il faut avancer l'argent pour ensuite récupérer ces frais sur les impôts. Donc ce n'est pas possible. Et désolé monsieur, mais je tiens mon sommeil, donc je ne vais pas travailler jusqu'à 4 heures du mat. C'était important de le dire. Allez, réponse rapide, monsieur Claraval. Voilà. C'est une caricature ce que l'on me prête ici. Moi, ce que j'ai dit, c'est ce que dit madame, des chèques pour garder les enfants, c'est envisageable? C'est une bonne idée. Mais on vit ici du télétravail et du confinement. Nous, ce qu'on veut, c'est du télétravail et sortir du confinement. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, madame. On ne va pas vivre en confinement tout le reste de notre vie. Vous parliez de faire son jardin. Donc, les enfants iront à l'école. Bien, un jour, ils retourneront. On va le voir d'ailleurs dans un petit instant. S'il vous plaît, ne caricaturez pas ce que j'ai dit. Cette situation combine deux événements en même temps, mais le confinement va disparaître. Par contre, moi, je suis pour qu'on continue le télétravail. Et je donnais un peu de flexibilité. Très bien. C'est tout. Allez, une dernière réflexion, Audrey, et puis nous passons à l'école. On attend tous, évidemment, avec beaucoup d'impatience également ce débat-là. Un mot Oui, c'était plus une question qu'une réflexion, mais c'était celle de Valérie qui disait, voilà, vous parlez du télétravail, mon patron ne veut pas que je télétravaille, alors est-ce qu'il peut m'imposer d'aller travailler à temps plein, oui ou non, voilà. Est-ce que c'est un mot là-dessus, un mot, on peut. Mais disons que ça dépend quel patron. Interdire le télétravail. Visiblement, elle a la possibilité. Dans l'administration, c'est obligatoire. Voilà. Pour le moment, pendant le confinement, c'est obligatoire quand c'est possible. Il y a certaines professions qui ne s'y prêtent pas. Il faut négocier. Il n'y a pas de règles claires et précises de madame. à ce niveau-là. Merci à tous, en tout cas, que tout aille bien.